Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, salut Elsa, salut à ceux qui sont déjà arrivés. Dans le chat, on va couper la musique du générique, bien sûr, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Le mardi soir, c'est le MLR Show, bonjour. J'espère que vous allez bien, je vais apparaître d'ici peu, bien sûr, attention. Attention, Voilà, j'ai voilà, j'ai l'impression l'impression d'être... d'être. Hop, il faut que je coupe, voilà. J'ai l'impression de sortir d'être un homme des cavernes, là. Avec la barbe très longue et les cheveux fort longs aussi. C'est pas grave. Peut-être pas le plus important. C'est de la télé, ceci dit. Bonjour à toutes et à tous. On est de retour sur les Outsiders TV pour le MLR Show. C'est la dernière ligne droite véritablement de cette saison régulière de MLR. On est parti pour aller quasiment une heure à vivre ensemble la 15e semaine de MLR. Il s'est passé beaucoup de choses encore une fois. Évidemment, il y avait 5 matchs au programme et des très mauvais résultats, des très bons résultats, oui, Captain Obvious, mais surtout une course aux playoffs qui s'intensifie et qui est en train petit à petit de se terminer, de se structurer. On n'a pas encore tous les qualifiés pour les playoffs, il reste 2 matchs pour départager les billets, mais il y en a des nouveaux cette semaine. Si vous avez suivi les résultats, vous le savez. Et pour les autres, eh bien, ce sera la petite surprise. Regardez ce qui nous attend. Il y avait des matchs assez sympas. Bon, pas le Anthem Chicago, bien évidemment. Nola Utah, c'était très important. On rappelle que Nola avance cette journée à 7 points de retard sur Miami, qui jouait de son côté à Los Angeles. Seattle Houston, c'est très important. Là aussi par rapport à Los Angeles et aussi par rapport à San Diego qui était exempt. Ça, c'est la course au playoff à l'ouest. Et puis la course à la première place dans la conférence Est entre New England et Old Glory. Elsa, écoute, pour l'instant, ben, j'espère que tu vas bien, parce que pour l'instant tu es toute seule. Mais merci d'être là, évidemment, une des fidèles de ce MLR Show. Je rappelle, évidemment, tous les mardis, 20h, bien évidemment. Et évidemment, rediffusion sur les Outsiders TV, sur la chaîne YouTube des Outsiders TV. Il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal d'essais, et il y a surtout eh bien, un premier match qui était beaucoup moins intéressant que tous les autres. On va pas se mentir, on va prendre la direction de Charlotte, en Caroline du Nord, et c'est parti pour le petit Anthem Chicago. Bah, c'est Anthem qui va mieux démarrer. Voilà, c'est Anthem qui va bien mieux démarrer cette partie avec cette superbe action collective qui va être conclu par Mitch Wilson qui débloque le compteur. Je vous ai mis tout ça au ralenti, c'est magnifique. Il y a la petite différence qui est faite sur l'aile par rapport à Noah Brown, pardon. Et derrière, on vient terminer. Ils avaient déjà marqué un premier essai en thème, mais il avait été refusé. Alors Chicago doit réagir, mais il y a cette immense passe dégueulasse d'Ilzenbeck. Le ballon revient par miracle dans les mains de Peyton Wall qui remet de l'avancée. Et puis bon, bah derrière cette action, elle va parler d'elle-même, hein, parce que redoublement de passe, c'est magnifique. La petite fin d'Ilzenbeck. Mais derrière, c'est du n'importe quoi, la passe de Rumble, la passe sur un pas, on récupère, Dylan Fossiti tombe, il fait une passe pour Noah Brown, et Brown il va réussir finalement à remettre un petit peu d'avancée. Higgins qui va tenter de faire la fin du facteur, et puis finalement, eh bien c'est Bryce Campbell qui vient terminer à bout portant. Voilà, Chicago prend les devants, va mettre un deuxième essai. C'est Dylan Fawcett, comme d'habitude, avec un ballon porté. Ça va bien pour Chicago, ça va mieux. Et surtout, il y a cette relance incroyable à la 29e avec Flech qui fait un immense travail, Swill, pardon, qui fait un immense travail et qui trouve le soutien de Noah Flech. Voilà pour le troisième essai. On est à la demi-heure. Chicago va mieux et eh bien va assurer le travail juste avant la mi-temps. Mac Jones servi par son capitaine Lucas Rumble qui inscrit l'essai du bonus. Anthem va marquer quand même 2 fois et va eh bien, mettre un petit peu de pression sur Chicago, mais vous le voyez, 81e, le match il est gagné pour les Hounds qui vont bien s'offrir une dernière action. L'accélération de Julian Dominguez, pas beaucoup joué cette saison, qui se fait stopper à quelques centimètres de l'embut. Ballon relevé tout de suite par Michael Baska, ça n'y va pas. Et puis regardez, bah, il manque un défenseur en fait, tout simplement. Allez, merci bien. La passe pour Julian Dominguez. Et ça fait donc un dernier essai pour Chicago qui l'emporte 33-19. Donc 5 essais à 3. Je le disais, Anthem a marqué 2 fois au moment de la deuxième période. Et Anthem, du coup, était à un essai du bonus offensif et à même à 28-19 était à un essai d'aller chercher le bonus défensif. Je rappelle que Anthem n'a plus marqué de points depuis
j'ai plus la stat, 8 matchs, je crois. 8 matchs sans marquer de points. Ils sont toujours bloqués à 5 et ça va continuer. Je crois que sur cette série de 8-9 matchs sans marquer de points, il va y en avoir au moins 3 ou 4 où ils ont marqué 3 essais. On rappelle que le point de bonus offensif en MLR, c'est 4 essais. Donc ils sont vraiment passés à rien du tout. J'ai l'impression que le 10 de Charlotte était à vitesse 0,5 sur le crochet. Ouais, la vitesse. Anthem, c'est pas la vitesse qui caractérise cette équipe. C'est vrai que ça va pas fort. Là, ils y sont plus du tout. Ils vont encore faire un 0 pointé. On rappelle que l'année dernière. Alors tu dis que tu n'as pas vu les résultats, Elsa, bah, c'est très bien, parce que ça comme ça il y aura la surprise. Mais l'année dernière, je rappelle, si tu ne le sais pas, il y a eu 16 défaites en 16 matchs. Évidemment, on attend toujours la première victoire de nos amis d'Anthem. Et elle n'arrivera pas cette saison, manifestement. Il y avait du mieux, mais pour le coup, j'ai l'impression que cette fin de saison, elle est un petit peu longue. Anthem qui va finir 2 fois à l'extérieur, à Utah et à Houston. Donc, potentiellement, ils peuvent prendre plus de 100 points sur les 2 derniers matchs. Ça va être très compliqué. C'est un match qui, malgré tout, est très important parce que Chicago, resté sur une victoire sur les 5 matchs précédents, repart de l'avant. Mais 5 points, bon, c'était obligatoire face à Anthem, c'est toujours arrivé d'ailleurs, je le rappelle, depuis qu'Anthem est dans la ligue l'année dernière. Ils ont tout perdu et à chaque fois, le vainqueur a remporté le bonus offensif. Ces 5 points en plus, ils sont importants. On rappelle, il y avait New England d'ici, donc il y a vraiment un Chicago qui remet la marche avant ces derniers matchs. Oui, c'est très frustrant. C'est hyper frustrant. Et puis, même pour nous, on n'est pas pro Anthem. Je le rappelle, Adrien Abadi, c'est Houston. Pierre, il est pour Miami avec les défunts Dallas Shackles. Je suis pour Utah et pour Chicago. Voilà, ma préférence va à ces 2 équipes. Utah, bah, évidemment pour l'histoire avec les outsiders. Chicago parce que j'adore Nate Augsburger et Dylan Fawcett. Et j'adore les couleurs. Cyprien, il est plus Seattle. Voilà, on a tous chacun nos équipes, donc personne n'est particulièrement pour Anthem, mais oui, on est quand même un peu frustré parce que déjà, la victime expiatoire, c'est pas fun. Voilà, on sait que quand on va jouer cette équipe, on met 5 points. Alors c'est cool quand c'est une équipe qu'on aime bien, mais bon, ça fausse pas le championnat puisque personne ne perd de points face à eux. Mais voilà, ça joue énormément. Dans un sens, ça peut fausser un peu le championnat parce que, par exemple, Houston aura joué 2 fois Anthem cette saison. Utah va les jouer le week-end prochain et n'aura joué qu'une seule fois. Voilà. Donc, il y a quand même un gap très important. Mais après, oui, évidemment, pour Anthem, c'est hyper frustrant. C'est une équipe qui est très jeune. C'est une équipe qui a été fabriquée de briques et de broc l'année dernière avant le début de la saison pour avoir 12 équipes. Oui, c'est hyper frustrant parce que tu sens qu'il y a un potentiel, tu sens qu'il y a une équipe qui progresse. Parce que les mecs sont arrivés, ils ont commencé à jouer ensemble 3 semaines avant le début de la saison. C'était évident qu'ils allaient prendre des tôles. C'est ce qui est arrivé. Donc là, tu sens que depuis le début de saison, il y a un vrai effort qui a été fait au niveau collectif. Ça bossait beaucoup mieux ensemble. Ça jouait beaucoup mieux. T'as 1 an d'expérience en plus, que ce soit d'un point de vue perso, d'un point de vue collectif. Donc évidemment que ça allait mieux, que ça allait aller mieux. Mais voilà, t'as ces défaites frustrantes. Alors oui, potentiellement c'est énorme. On rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont moins de 25 ans, donc voilà, ça les prépare et ils travaillent petit à petit. Ils ont eu 3 des 5 premiers choix de draft l'année dernière. Alors on a surtout vu Eric Storti. Bon, il va pas créer des miracles, les mecs qui sortent d'université aux États-Unis, c'est pas non plus c'est pas des cracks du rugby mondial, évidemment, c'est des mecs très bons, mais il y a des limites. Et puis ils vont avoir d'autres choix de draft là cette saison, mais oui, cette année. Bon, on va pas se mentir, ça sera très compliqué. Après, il y a encore une fois un travail qui se fait et ce sera à long terme qu'il faudra juger du travail d'Anthem. J'ai pas d'infos comme quoi la franchise pourrait disparaître. Logiquement, ça devrait rester, ça devrait se poursuivre la saison prochaine. De toute façon, je pense que ça ira à minima jusqu'à 2031, donc la Coupe du Monde. Ils vont bien finir par le gagner ce premier match, évidemment. Tiens, petite question, Elsa, quelle équipe tu préfères? Parce que du coup, on a l'occasion, vu qu'il n'y a que 2 personnes sur le live, n'hésite pas à la 2e personne à nous dire comment ça va. Oui, pour quelle équipe soutiens-tu? C'est important, on est là pour comprendre, on est là pour savoir, parce que c'est important. On aime bien connaître vos avis respectifs sur la MLR, évidemment sur les matchs, évidemment sur les images qu'on voit, sur nos analyses, etc. Mais bien aussi en savoir un peu plus sur vos préférences. Pourquoi telle équipe? Pourquoi telle autre?
etc. Voilà, donc voilà. N'hésite pas à me dire, peut-être t'as pas d'équipe, tout simplement, parce que, bon, voilà. Alors, niveau esport en sortie du nid, ou même pas, franchement, ça peut forger une équipe avec une mentalité d'acier. Ouais, alors, le problème, c'est que là, la mentalité, j'ai pas l'impression qu'elle y soit énormément. On en a parlé, c'était la semaine dernière avec Adri et Pierre. C'est vrai que les mecs ont lâché. Et vraiment, il y a eu ces 2 défaites d'1 point face à Chicago, face à Houston, les 2 fois à domicile. Ces défaites, elles ont fait très très mal. Et c'était dans les premiers matchs de la saison, les premières journées. Et ça aurait pu véritablement lancer cette équipe. Ça aurait fait... ça aurait tout changé. Tu bats Houston déjà, au-delà du fait que c'est la première victoire, tu bats un des gros cadors du championnat, donc c'est assez phénoménal. Ça n'est pas arrivé. J'aurais pu remettre le résumé, là, j'y ai pas pensé. Mais oui, cette mentalité, j'avais l'impression qu'elle l'avait, et on était hyper dithyrambique sur cette équipe d'Anthem. On se souvient, on le dit pour se moquer, mais j'étais plutôt d'accord avec lui pour le coup. Adri qui nous disait les 2 prochains matchs, juste après leur défaite contre Houston, donc doublement bonifié, défensif et offensif, ils avaient un déplacement à Seattle qui était en mal en point, et ils accueillaient Nola qui était mal en point. Et il avait dit, ils ont 5 points, ils en auront 10 dans 2 semaines. C'était totalement cohérent, c'était totalement faisable. Ça n'est pas arrivé, et le pire, c'est voilà, depuis, ils n'ont pas inscrit le moindre point. Il y a eu des défaites à 8 points. Je le disais, il y a eu plusieurs matchs où ils ont pas réussi à mettre le 4e essai. Enfin bref, voilà. Je vois que tu les suis un petit peu, voilà, parce qu'Outsider, évidemment, bien sûr, on aime ça. Et puis Utah pour le Stade Toulousain. Bon, tu es une supportrice 100% Outsider TV, et ça on aime, Elsa, évidemment. Mais je comprends le non-préférence. On est là pour découvrir, vous êtes là aussi pour découvrir. Et ceux qui sont dans le chat, bienvenue à vous, bonsoir, merci d'être là. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, bien sûr, toujours, je suis là pour y répondre. Je suis tout seul ce soir, et du coup on a le temps de discuter. Et puis évidemment, donner vos préférences, bien sûr, parce qu'on est là pour en savoir plus. Voilà, hein, je le disais, Pierre est pour Dallas parce qu'il aimait les couleurs. Voilà, il s'est retrouvé dans la mentalité de chien de Miami. Voilà, il y a ses préférences. Ça n'a pas forcément énormément de sens parfois, mais c'est très subjectif et c'est ça qu'on adore. On va passer au deuxième match de cette soirée. Je le rappelle, donc le succès de Chicago 33-19 à Anthem, un succès bonifié qui fait du bien. On va passer dans la conférence Ouest, on va passer sur le Los Angeles-Miami. C'est un match que j'ai pu commenter pour Sport en France. Voilà, donc si jamais vous avez un petit peu de temps et que vous voulez revoir ce match en intégralité, j'étais aux commentaires, voilà, bon, déjà ça c'est fait pour l'autopromo, mais surtout voilà, sur le site de Sport en France, vous pouvez le retrouver en intégralité. Il s'est passé pas mal de petites choses, c'était un match assez intéressant. On va sauter directement à la 18e minute, un début de match qui est à l'avantage de Los Angeles. Ils sont dominateurs, ils percent la défense de Miami, souvent au près d'ailleurs dans les rucks. Il y a un énorme problème au niveau de la défense de Miami qui, vous le voyez, pourtant mène 3-0, une incursion dans les 22, une pénalité de Shane O'Leary, et ça fait donc 3-0. Mais à la 18e, eh bien, tout va changer puisque, vous le voyez, on prend son temps, on attaque la ligne, on enchaîne les séquences, le ballon relevé par Eaton, Kunatani le offload avec le décalage pour les Alifano, puis ça va aller au bout avec Andrew Coe, l'ailier canadien, qui inscrit donc le premier essai de cette partie. Et quand je vous disais qu'il perçait énormément, les joueurs de Los Angeles, voilà, Mix qui attaque la ligne sur le ruck, qui trouve le soutien de Tas Smith, le petit coup de pied derrière qui ne trouvera pas Kunatani, devancé par Martin Elias qui sauve son camp. Mais voilà, Miami est sur un fil, Miami est en difficulté, et Miami va craquer une deuxième fois sur cette belle action là encore. Mix fait la différence avec Coe, l'a sauté le ballon vers Timansti avec Josia Mora qui est un petit peu loin, qui a essayé de couvrir à la dernière minute. Regardez, il vient en fait pour venir couper la trajectoire, mais il y avait encore un joueur de Los Angeles encore sur la droite d'Anstey, donc très clairement il y avait essai. Malgré tout, Miami, vous le voyez, va faire parler l'efficacité. Deuxième incursion dans les 22, c'est un essai, avec un essai quasiment sous les poteaux d'ailleurs, signé Beckerman et Loconidos. J'espère que ça va bien. Mais voilà, Miami va craquer en début de deuxième période. Mauvais dégagement, récupération de Vaughan Isaac, le décalage pour Nick Chan. Et c'est Rory Van Vogt qui inscrit le troisième essai des Angelenos. Voilà, avec ce très bel effort de Nick Chan qui se fait mal d'ailleurs au passage. Et dans la foulée, Miami qui est à 14, ça va terminer par un essai en force, un essai en ballon porté, signé Ben Sugars. On est à 26-13 à ce moment-là, puisque Videla a marqué 3 points pour Miami, mais qui est en perdition. Ils sont totalement débordés, les Miamiens, on est d'accord.
exactement, c'est totalement ça. Mais voilà, ils vont revenir dans le match quand même parce que 69e minute, ils vont mettre un petit peu la main sur le ballon et ils vont enfin trouver des occasions avec Ardao par exemple qui est entré à la mi-temps mais qui est celui qui a pris le carton jaune, qui va mettre un peu d'avancée dans cette équipe. Et là, auprès, aura, c'est Thomas Koubeli, le demi de mêlée, qui vient inscrire cet essai et qui ramène donc Miami à 6 points. On est, regardez, juste après la sirène et Miami a cette dernière opportunité. Il y en a déjà eu une 2 minutes avant. Los Angeles s'est mis à la faute, donc on est allé en touche et les séquences s'enchaînent, se succèdent, on pilonne la défense de LA et ne regardez pas les poteaux, hein. La ligne elle est bien devant les poteaux. Les poteaux ils sont derrière la ligne d'en but et là regardez il y a cette erreur. Mora qui oublie totalement Videla et derrière Bonasso qui commet un en avant et qui permet donc à Los Angeles de valider cette victoire. Victoire logique, mais improbablement, eh bien, LA a failli perdre ce match parce que si Miami marquait, Miami revenait à 1 point avant évidemment la transformation et aurait donc eu une balle de match. Miami a eu une balle de match alors que pendant toute la rencontre, Miami a été complètement débordé par cette équipe de Los Angeles qui a encore une fois fait parler sa ligne de 3/4. Andruko, Rory Van Vugt sur les côtés ont marqué. Bill Mix a encore fait la différence au centre. Vaughan Isaacs est monstrueux à l'arrière. Il remonte des ballons insoupçonnables. Et c'est pas pour rien qu'il est titulaire devant Rhys McDonald, hein, qui est, je rappelle, le meilleur joueur de la saison l'année dernière. Et qui est entré lui aussi assez vite en deuxième période et qui a fait un mal monstre à Miami. Tas Smith a fait un bon match, il n'y avait pas Bertranou, puisqu'il a pris 172 cartons jaunes, donc forcément à un moment il est suspendu. Mais il a fait un bon match, Tas Smith. Léa Lifano a mis ses transformations, il a fait le boulot. Et puis on a quand même une troisième ligne à LA qui est plutôt pas mal, Tim Anstey notamment, c'est celui que j'ai mis en avant sur la story Insta pour annoncer l'émission, qui a mis le deuxième essai. Il fait un match hyper intéressant. Ben Chegars, le talonneur aussi qui marque. Voilà, LA qui remporte donc 5 points, c'est méga important. Je rappelle que avant cette journée, on a San Diego qui est 3e à l'ouest avec 41 points. LA qui en a 40 et Seattle 5e et donc non qualifié pour les playoffs pour l'instant en a 38, mais San Diego ne jouait pas ce week-end et donc Los Angeles avait une belle opportunité. C'est passé face à Miami. On va évidemment voir ce qu'a fait Seattle juste après face à Houston, le leader de la conférence Ouest justement, mais on va revenir sur ce match. Et oui, en effet, si Miami l'emporte, c'est complètement hold-up. Je vais vous ressortir les statistiques du match parce qu'elles sont plutôt parlantes. On le sait, hein, au niveau des stats, cette équipe de Los Angeles, elle est hyper impressionnante. Elle est en tête sur énormément de secteurs au niveau équipe. Par exemple 2134 ballons portés en main, enfin, c'est monstrueux. Le leader c'est Bill Mix avec 190 et 2134 courses ballons en main, c'est près de 300 de plus que l'équipe qui est numéro 2, c'est Chicago. Ils sont numéro 1 au nombre de mètres parcourus, près de 7,5 km, c'est 1,5 km de plus que San Diego, Houston, qui sont 2 et 3. Ils sont premiers en passe, ils sont premiers en offload, ils sont premiers en défenseurs battus, là aussi ils en ont près de 70 d'avance sur San Diego 2e. Bon, bref, ils sont assez monstrueux et cette volonté de jouer, eh bien, elle est très clairement à leur avantage et elle leur réussit. Là, ils sont sur une série de 4 matchs sans défaite. Il y avait eu le nul à Seattle. Depuis, il y a eu 3 victoires et ils sont repartis sur un nouveau cycle. Et on rappelle, Los Angeles, c'est simple, hein. Ça a été 3 défaites d'entrée, 4 victoires, 3 défaites et là, de nouveau 4 matchs sans défaite, dont un nul. Et 3 victoires, donc voilà, ils sont repartis. Pour Miami, c'est un coup d'arrêt, mais ce point de bonus, il est pas si mal parce que, on le rappelle, avant ce match, 7 points d'avance sur Nola. Ça veut dire que, au pire du pire, si Nola a gagné avec le bonus offensif, Nola aura 3 points de retard. Ça veut dire que voilà, ils auront consommé, on va dire, leur avance, ils avaient le droit à l'erreur. Voilà, ils auront consommé leur droit à l'erreur dès le premier match. Mais on verra ce qu'a fait Nola tout à l'heure parce que d'abord on va aller voir justement ce qu'a fait Seattle. Seattle contre Houston, c'est le deuxième match dans cette conférence Ouest. Un match très important, je le disais. Los Angeles a gagné et Seattle, en cas de succès, eh bien, passe devant San Diego et revient dans la zone des playoffs. Mais le début de match, eh bien, il est totalement à l'avantage de Houston qui vient, on le rappelle, de l'emporter facilement face à Utah et qui est en confiance et qui va, eh bien, dès la 3e minute, se rapprocher
de l'embut de Seattle, mais vous allez voir, ça va se finir par une pénalité. Sur cette action, c'est McLean qui vient réussir à percer, rattrapé par Boyer, mais qui va réussir à libérer son ballon. On va aller chercher Drew Wild, le voilà trouvé, le numéro 15, un crochet, 2 crochets, 3 crochets, et puis en avant tout seul. Voilà. Donc Houston va aller enquiller les points au pied pour quand même, malgré tout, aller chercher des puntos. 2 pénalités d'Alatimou, ça fait 6-0 après 20 minutes. Oui, penalty. Oui, penalty. On a toujours cette surface de réparation de foot. C'est assez incroyable. Regardez cette superbe action. Juan Pablo Saiz qui vient trouver en offload Cameron Horse. Ce sont les 2 piliers de Seattle qui vont faire la différence pour envoyer Nick Boyer à l'essai. Seattle qui passe donc devant. 7-6 à la pause. Seattle a eu l'opportunité de faire la différence, mais voilà, se fait contrer. Tazi vient percer suite à cette touche, et il va pas au bout parce que regardez, au ralenti, il est rattrapé par Boyer et par Matthews. Le très bon plaquage de Matthews aidé par Boyer, et regardez, hop, il fait sortir ce petit ballon. Le petit en avant de Total à Tazi, et du coup fin d'action. Malgré tout, Houston reprend les commandes avec cette pénalité. Tazi, 20 à 10 minutes de la fin, ça c'est le tournant. Il essaye d'intercepter cette passe de Yona en avant volontaire, carton jaune, et donc Houston va finir à 14, et forcément bien Seattle va en profiter. 75e minute, ballon porté, Gallagher ne va pas le sortir, c'est le talonneur remplaçant McHale qui vient inscrire l'essai qui redonne l'avantage à Seattle. Il reste malgré tout du temps, 2 minutes 30, et Houston va repartir de l'avant. Et encore une fois, c'est le symbole de cette partie pour les chats-sabres. Voilà, Johan Mommsen qui commet cet immense en avant, là aussi, je vous ai mis un petit ralenti. Ça fera pas plaisir à Adrien Abadi, il m'en voudra pas. Ouais, il est vilain celui-là, on peut le dire. Et du coup, eh bien, Seattle l'emporte 14-9, 2 essais dans le match et 0 inscrit par Houston. Ça c'est assez incroyable, cette défaite du côté de Houston, de cette manière en tout cas. Et chapeau à Seattle qui, une nouvelle fois, eh bien, réalise une belle perf et s'impose dans les derniers instants. C'est arrivé contre New England, c'est arrivé contre Utah, et ça fait évidemment la différence. Alors ils ont eu la possession, oui. Houston a un peu plus plaqué, mais dans les faits c'était un match qui était très très serré, et Seattle a été pénalisé 5 fois de plus, 15, enfin pas 5 fois plus, hein, 5 fois de plus, 15 contre 10, c'est quand même beaucoup, et pourtant il l'emporte. La moustache gratte, évidemment, ça veut dire qu'elle est trop longue. Ouais, les mains en mousse. Ah oui, non mais c'est bien sûr, c'est des mains en mousse. Je vous remets la dernière action parce que c'est chaud quand même. C'est chaud. Voilà. Pas le droit. Et voilà, c'est vraiment à l'image de ce match, hein, pour Seattle. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un match à oublier. C'est un match à oublier pour Seattle, pour Houston, pardon. C'est un match à oublier, et ça fait eh bien une défaite qui permet à Utah de revenir potentiellement à hauteur. Et justement, on va aller voir ce que fait Utah tout de suite. Mais surtout, ça veut dire que San Diego, vous l'avez compris donc, est ce soir 5e de la conférence Ouest, et donc pour l'instant éliminé des playoffs. C'est un peu une surprise parce qu'on rappelle qu'après 5 journées, ils avaient 25 points. Et donc là, après 14, donc 9 matchs plus tard, ils en ont pris que 17. Hein. Donc en même temps, c'est pas vraiment une surprise. Houston donc a raté son match, mais s'en sort avec ce point de bonus défensif. Ça peut faire la différence, évidemment, parce que ça leur donne 5 points d'avance sur Utah. Utah qui jouait du côté d'Onola. Et il fallait pas être en retard à Nola, parce que ça va commencer dès la 2e minute, 3e minute très précisément. Nola, par contre, de son côté, était bien en retard. Ça va être un peu compliqué, mais en force, Dylan Nell va marquer le premier essai. Alors Nola va réagir, et là il y a cette passe casse-croûte dégueulasse. Et Tuamoela vient récupérer le ballon. La traversée du terrain, elle est fantastique. Le retour de Coates, il est monstrueux pour venir sauver son équipe. Mais on va être présent au soutien du côté de Utah. Ça va rebondir de l'autre côté. Oxon, le décalage, et c'est Frank Locori qui vient inscrire le 2e essai. Alors John Amahu va marquer un nouvel essai pour New Orleans, alors que Liam Coltman avait inscrit le 3e essai au quart d'heure, et 3 essais à 0 après le quart d'heure. Et
Tuamoela, qui avait été un des artisans du deuxième essai, eh bien, va inscrire l'essai du bonus dès la 23e minute. Yuta est serein, peut-être un peu trop, parce qu'il y a du répondant en face. Isaac Tetamaki marque entre les poteaux après ce bel exploit individuel et qui relance très clairement ce match. Je vous le remets au ralenti. Joli travail de la part de Tetamaki. Hodgson un petit peu lâche là sur le plaquage. 31-14 à la mi-temps parce que justement Joel Hodgson a inscrit le 5e essai pour Utah. Et puis on a l'impression quand même qu'ils se sont arrêtés de jouer. New Orleans vient marquer un 3e essai, le doublé de John Amahu qui va derrière prendre un carton jaune d'ailleurs au passage. Je vous le remets, il a résisté à Hodgson, il a résisté à Lokori et il vient inscrire un doublé. Il prend un jaune, je le disais, et à 14, eh ben c'est Nola qui va dominer. Le ballon sur ce coup de pied est récupéré, on va trouver du soutien avec la puissance des avants. Et puis au final, on va balancer de l'autre côté. On va se rapprocher des poteaux petit à petit. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais Utah va finir par craquer. Le retour de l'autre côté, ça ne va pas aller au bout. Et finalement, Tonga-Ouya qui va aller inscrire l'essai, le 4e essai pour Nola à la 57e minute. Le voilà. En puissance, il vient résister à Nick Ben notamment, et du coup on est à -3, il reste 20 minutes à jouer. Nola a des opportunités, regardez, on est dans la foulée, 3 minutes encore après le 4e essai pour les hommes de Nicolas Godignon, enfin entraîneur adjoint. Ballon qui va sortir, mais on va commettre un en avant, on va être pénalisé, pardon, on va mettre les bras du côté de Utah. On va se sauver difficilement. 75e, on va avoir une nouvelle alerte sur l'embut de Utah sur ce ballon porté. On a l'impression que ça va aller au bout, hein. Là, il n'y a pas grand chose à espérer. Et puis finalement, ça va s'écrouler juste devant la ligne. Et que va décider l'arbitre? Eh bien que c'est un ballon qui est coffré, tout simplement, ballon perdu. Et du coup, eh bien, ça va permettre à Utah de se dégager. La dernière action, regardez, 82e. On est dans son embut pour se relancer du côté de Nola. Et la défense de Utah va être parfaite. On va envoyer le joueur du Gold en touche. Et résultat, Utah se fait peur. Utah fait encore une deuxième mi-temps à 0 points. C'était déjà arrivé contre New England notamment. Mais cette fois, Utah s'en sort 31-28. Et là, du coup, eh bien, vous avez fait le calcul. Utah est de retour à hauteur de Houston. On regardera le classement évidemment. Et cette défaite de Nola, elle leur permet de reprendre un petit point du coup seulement sur Los Angeles, qui on le rappelle, a perdu avec le bonus défensif uniquement du côté de LA. Elsa, tu disais quoi? C'est du super rugby? Ouais, c'est un peu du super rugby. C'est vrai que ça a joué un petit peu foufou. Ça n'a pas trop plaqué, mais ça c'est très MLR, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments assez sympas dans ce match. Nola a encore une fois montré que c'est une équipe qui n'est pas du tout à sa place. Utah a encore montré que par moment ils sont capables de couper absolument tout, hein, le cerveau, le moteur, et puis derrière c'est roue libre au total. Mais voilà, il y a quand même de la ressource. Ils ont réussi à tenir près de 20 minutes. Ils n'ont pas subi 20 minutes de vague, hein, quand même, mais ils ont été dominés pendant une bonne partie de ces 20 dernières minutes, et pourtant ils ont tenu. Et puis surtout, il faut signaler, hein, Tuamoela, qui était donc l'ailier, hein, numéro 14, de l'autre côté c'était Joe Mano bien sûr, qui a été très bon, décisif sur le deuxième essai, auteur du 4e, et qui est cette semaine dans l'équipe de la semaine. On va d'ailleurs la sortir, cette équipe de la semaine. On va aller la regarder après le dernier match, évidemment, parce que ce match il est ultra important, parce que il est décisif dans la course au playoff, mais surtout à la première place, pardon, de cette conférence Est. On a vu tout à l'heure la victoire de Chicago. Et bien il y a le choc d'ici qui se déplaçait du côté de la Nouvelle-Angleterre, et ça évidemment ça va faire plaisir à Bastien Brunello, ça va faire plaisir à Jules Boscherini bien sûr, et pourtant ça va pas bien commencer. 9e minute, regardez, 7e minute pardon, cette belle combinaison avec Nordic Elemeti qui trouve le Roumalan, le ballon va rebondir, et c'est Joe Johnston qui vient inscrire le premier essai qui va être refusé, parce que regardez, Conradi qui vient foncer dans Tex Nakali pour ouvrir la porte à son coéquipier, donc essai refusé. Mais trêve de courte durée pour Old Glory, puisque regardez, sur ce ballon aérien, Nordic Elemeti vient réaliser un festival. Qui est au soutien? Eh bien Conradi,
qui va trouver le Roumalan, toujours les mêmes. Et le Roumalan, il est stoppé à 5 mètres. Mais c'est Conradi qui a suivi, voilà, qui vient se rattraper de cette erreur pour inscrire le premier essai de la partie. Je vous remets l'énorme travail de Cam Nordlik et Lemetti, qui n'est pas forcément le 9 titulaire hein, de cette équipe de New England, mais qui est assez bon quand il est là. Et puis alors, le travail après contact de le Roumalan, la persévérance de Wayne Conradi dans cette action, c'est magnifique. Old Glory va quand même réussir à réagir grâce à ses forces, et dans ses forces, bien notamment eh bien cet homme Axel Muller, le voilà décalé sur cette belle passe sur un pas déjà de Hughes. DC fait la différence. Et ça fait donc 7 partout. Juste avant la mi-temps, il va y avoir une dernière frayeur pour DC avec ce petit coup de pied de Leroux Malan que Axel Muller est incapable de récupérer. Ça va ressortir, on va pas réussir à dégager. Et finalement, on est stoppé, regardez, à 1 ou 2 mètres de son propre embut. Du côté de New England, on réclame un en avant, on réclame une pénalité. Et puis finalement, ça va réussir à sortir. Et alors regardez la nonchalance d'Emery. Hop, je sors tranquillement en me retournant, c'est parfait. Ça fait 7 partout à la pause. Et regardez, dès le retour des vestiaires, 41e, Brock Webster vient manger sur la tête de son adversaire P.A. Humphries. Le décalage de Kelemeti pour Paula Balekana. Le crochet est parfait. Et Paula Balekana vient inscrire son 10e essai de la saison. Pour la deuxième fois de sa carrière, il atteint la barre des 10. Ça fait 12-7 pour New England. Mais regardez, même à 14, Old Glory a de la ressource. Jason Emery vient passer une pénalité 12-10. Et Old Glory, toujours à 14, va réussir à faire ce qui semblait assez improbable, prendre l'avantage. Corey Daniel est trouvé sur l'aile, le retour intérieur et le ballon servi pour Connor Buckley. C'est pas une surprise de le voir marquer ici. Il avait inscrit un triplé l'année dernière quand les deux équipes s'étaient retrouvées en quart de finale, enfin en demi-finale de play-off ici même. La réponse de New England, elle intervient 5 minutes après avec cette balle sortie, le ballon pour le Roumalan qui encore une fois fait jouer après contact. Cette fois, c'est Jed Melvin qui inscrit cet essai, mais il n'est pas transformé. 10 minutes plus tard, la pénalité est passée du côté de DC, 20-17, et DC qui va même pousser pour aller chercher ce troisième essai qui les mettrait totalement à l'abri. D'ailleurs, on n'est pas loin d'y aller là-dessus. Il va y avoir une faute cynique du côté de New England, et du coup, il va y avoir une pénalité suite à cette balle qu'ils ne vont pas réussir à aller aplatir malgré toute la volonté des joueurs de la capitale. On va revenir à une pénalité. Mais finalement, regardez, 82e minute, 20-17 toujours. On est dans le camp de New England. Et puis on va réussir à, regarder, à franchir sur ce ballon relevé très très vite. Ou presque. La sautée de l'autre côté. Brock Webster, il ne sait pas trop quoi faire. Alors il va tenter d'un côté, de l'autre. Il va résister à Emery. Bon, ça paraît pas hyper dangereux. Mais quand même, cette passe après contact va faire la différence. On va gagner une quinzaine de mètres du côté des Free Jacks. Un ballon qui va sortir de l'autre côté. Le petit coup de pied d'Olinsett parce qu'il a vu Balekana. Mais le premier sur ce ballon, ce sera un joueur de DC. On se foire complètement. Mais ça sort en touche. C'est bien là l'essentiel. Parce que ça permet à DC de l'emporter 20-17 sur la pelouse de New England. C'est pas non plus une surprise encore une fois. L'année dernière, en saison régulière, ils avaient gagné ici sur la pelouse du champion. Il s'était incliné derrière après, je le disais, en demi-finale de conf, malgré le triplé de Connor Buckley. Et surtout, Old Glory, en ce moment, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt très solide. Et ça confirme une nouvelle fois qu'ils sont dans le coup et qu'ils sont capables d'aller chercher, bien, pourquoi pas, plus que simplement les playoffs. On rappelle qu'ils ont été 5e. On avait annoncé chez certains dans cette équipe des outsiders qu'ils termineraient 5e justement, et que derrière Nola et Miami, il y aurait Old Glory qui serait dans la charrette. Et bien depuis, c'est succès bonifié face à Utah, succès bonifié face à Nola, succès bonifié face à Anthem. Bon, c'est pas un exploit. Et succès face à New England. 19 points pris sur les 20 derniers possibles. Il n'y a pas grand chose à rajouter. 4 victoires de rang alors qu'il restait sur 3 défaites avant cette série. Et donc, Old Glory qui a assuré les playoffs, c'est désormais officiel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le cas aussi de Chicago. Et du coup, on connaît 3 des 4 qualifiés pour les playoffs à l'Est, en sachant que Anthem n'ira pas. Ça veut dire qu'il ne reste qu'un ticket pour 2 équipes, à savoir Miami et
Nola. Voilà pour ce match, c'était un match qui était ultra intéressant, c'est d'ailleurs le match qui aurait dû être commenté sur les antennes de sport en France. Il y a eu des petits soucis techniques malheureusement, ils n'ont pas pu et on s'est rabattu sur le Los Angeles Miami qui était très sympa d'ailleurs ma foi, c'était plutôt agréable. Voilà pour les résultats complets donc de cette semaine 15, le succès court mais suffisant pour Seattle 14-9 face à Houston, 3 succès à l'extérieur, d'Old Glory à New England 20-17, de Chicago Anthem 33-19, un succès bonifié aussi pour Utah 31-28 à Nola, et Los Angeles qui de son côté l'emporte 26-20 face à Miami, succès bonifié aussi, ce qui fait qu'au classement, je le disais, dans la conférence Est, eh bien, y a 3 équipes qui sont qualifiées. On va commencer par la conférence Ouest d'abord. On va commencer par la conférence Ouest avec un duo en tête, 48 points pour Houston et Utah. Los Angeles est tout proche, 45 points. Ils ne sont qu'à 3 longueurs de Houston et Utah. Seattle 42, San Diego 41. Il reste 2 journées de championnat et le dernier de cette conférence Ouest, est à seulement 7 points des 2 leaders. C'est assez incroyable. Alors, il y a peu de chances que San Diego termine premier. Je pense même qu'avec les calendriers, ça paraît même quasiment impossible, puisqu'il y a un Utah-Los Angeles notamment. Mais voilà, on est à 2 journées de la fin. Et les 2 leaders de la conférence Ouest ne sont pas encore qualifiés pour les playoffs. Cette bataille à 3 entre Los Angeles, Seattle et San Diego, elle est peut-être en train de se transformer en bataille à 2 parce que Los Angeles, avec 4 points d'avance sur San Diego, a un semi-droit à l'erreur, on va dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du chat, mais voilà, Los Angeles a gagné avec le bonus. Là, tu as 4 points d'avance sur le 5e, tu en as 3 de retard seulement sur les leaders. Je pense que tu regardes peut-être un petit peu plus vers le haut. Je vous remets le calendrier des 3 équipes d'ailleurs au passage. Je vous ai enlevé donc les matchs qui viennent d'avoir lieu. Il y aura 3 déplacements la semaine prochaine. Déplacement à Miami pour San Diego, à Old Glory pour Los Angeles, à New England pour Seattle. Donc pas facile ni pour l'un ni pour les autres d'ailleurs, parce que c'est vraiment un match casse-gueule. Old Glory qui sera donc bien l'arbitre, comme le sera Miami, puisque Miami va se déplacer à Seattle lors de la dernière journée. Los Angeles ira à Utah, je l'ai dit, et San Diego accueillera Old Glory. Los Angeles qui a donc ce droit à l'erreur, et tant mieux parce que voilà, il y a 2 déplacements face à 2 équipes qui jouent la première place de leur conférence respective. Utah, en mettant 5 points face à Los Angeles, pourrait presque assurer la première place. Enfin, ça se jouerait à pas grand chose par rapport à Houston. On reviendra sur le duel Houston-Utah. On est d'accord, le calendrier de Los Angeles, il est pas sympa. Il faut voir ce que ça va donner. Il faut voir surtout, en fait, si San Diego se foire ce week-end à Miami, ça peut déjà être fini, même en cas de défaite pour Miami. S'ils font une défaite doublement bonifiée et que San Diego s'incline, il y aurait 6 points d'écart, et donc Los Angeles serait déjà qualifié pour les playoffs. On n'en est pas là, bien entendu. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais voilà, c'est un beau bordel cette conférence Ouest. Vous voulez un autre endroit où il y a du bordel? Allons voir la conférence Est alors, c'est parti. Regardez ce classement, 46 points pour New England, 44 pour Chicago, 44 pour Old Glory, 37 pour Miami, 31 pour Nola, donc 6 points d'écart, toujours un droit à l'erreur pour Miami. Vous avez vu, du coup, grâce au calendrier San Diego, LA, Seattle, ce qui attend Miami, accueil de San Diego, déplacement à Seattle. Il leur faut aller chercher 4 points pour être devant Nola. Pas facile évidemment. Pourquoi 4 points? Tout simplement parce que ce qui fait foi quand 2 équipes sont à égalité, avant le goal average, ce sont le nombre de victoires. Aujourd'hui, vous le voyez, Miami a 7 points, Nola en a 4, donc 2 défaites doublement bonifiées pour Miami suffirait à être devant Nola, même si Nola venait à gagner ces 2 matchs avec le bonus offensif, ça ferait 41-41. Et bien avec 6 victoires, Nola aurait une victoire de moins que Miami et donc serait derrière. C'est un peu particulier, mais c'est intéressant, je pense, d'évoquer ce point maintenant qu'on en est à ce stade de la saison. C'est voilà, ce qui compte avant tout, c'est le nombre de matchs gagnés au total. Ensuite, c'est la différence de points sur tous les matchs, et c'est d'ailleurs ce qui permet aujourd'hui à Houston d'être devant Utah, puisque les SaberCats ont plus 84, Utah a plus 50.
Ensuite, c'est le plus de matchs le plus d'essais marqués sur les matchs. D'ailleurs, ça changerait la donne entre Houston et Utah, puisque aujourd'hui, ce sont les Warriors qui ont inscrit le plus d'essais dans la saison, et largement en plus. Ils sont à 66 essais inscrits contre 64 pour Los Angeles, qui est donc juste derrière, mais Houston est à 57. Donc il faudrait vraiment un cataclysme si jamais ça devait se départager comme ça pour que ce soit pas Utah qui soit devant. Ensuite, si bien on n'a toujours pas de différence, ensuite ce sont les points terrain. Donc non, je dis n'importe quoi. C'est pas les points terrain. En quatrième moyen de faire la différence entre les équipes, c'est la meilleure différence entre le nombre d'essais marqués et le nombre d'essais encaissés. Voilà. Donc là aussi, je pense que j'ai pas la stat du nombre d'essais encaissés, mais je pense que Utah est au-dessus. Quoique Houston doit avoir un beau goal average puisqu'ils prennent pas beaucoup d'essais. Et ensuite c'est les points terrain. Voilà. Donc s'il fallait aller jusqu'au 5e, eh bien ce serait Houston, voilà, par rapport à Utah. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a pas mal de trucs. Et puis il y a un dernier cas, si jamais ces 5 possibilités n'ont pas permis de départager les équipes, c'est la pièce. Voilà. Je pense qu'on n'ira pas jusque là, ni dans un cas ni dans l'autre, mais voilà, c'était l'occasion de vous le dire, et je trouve ça assez sympa. Je trouve ça sympa à voir. Je vais y arriver. Voilà. Je vous remets rapidement la conférence Est. Pourquoi? Voilà, pour vous donner donc 46, 44, 44. On est dans les derniers matchs justement à voir. Donc c'est parti pour la lutte pour la première place entre New England, Chicago et Old Glory. On a eu un message de Skillful Stanza, malheureusement il a été supprimé. Bah, désolé. Peut-être que c'est peut-être un bot. Voilà. Donc ce qui attend les 3 équipes qui se jouent la première place de la conférence Est de la MLR. En notant que techniquement Miami peut finir premier, puisque si Miami prend 10 points, ils en auront 47. Sachant que ni New England, ni Chicago, ni Old Glory s'affrontent, on pourrait avoir un cas où les 3 auraient 0 points, ou en tout cas 1 ou 2 pour Chicago et Old Glory. Oui, la pièce est dans les règles, Elsa, bien sûr, bien sûr. Je vous le mets très rapidement. Je vous le mets, c'est obligatoire de vous montrer. Je vous mets la petite info. Hop, je pense que ça peut être toujours assez intéressant. Hop, je vous le mets. Bam. Tac. Voilà, je vous le mets à l'image. Et un petit... Voilà. Voilà, donc ça, c'est les règles pour la MLR, pour différencier les équipes. Donc je le répète, plus de victoires dans les matchs, la meilleure différence de points, le plus d'essais marqués, la meilleure différence entre nombre d'essais marqués et essais encaissés, les points terrain derrière. Donc on rappelle, hein, Houston-Utah par exemple, bah, il y a eu 10-0 pour Houston. D'ailleurs, Chicago Old Glory, les 2 équipes sont à égalité. DC a marqué plus de points, mais Chicago a gagné plus de matchs. Voilà, c'est assez phénoménal. Et donc, enfin, le lancer de pièces, si jamais il y avait besoin d'une dernière possibilité. Voilà. Donc, j'adore le fait que ce soit écrit comme ça, coin toss, sur le site de la MLR. J'adore ça. Je trouve ça hyper stylé. On en revient donc, je le disais, à cette bataille à 3 pour la conférence Est. Donc New England a un petit peu les cartes en main, 2 points d'avance sur Chicago et sur Old Glory. Mais bah, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Chicago a donc fait plus 5 avec cette victoire face à Anthem. Accueille Nola qui peut encore jouer quelque chose, mais semble pas vraiment en capacité d'aller faire quelque chose véritablement sur 80 minutes. Et donc il y a des chances d'aller gagner de 5 points. Et derrière va accueillir Houston. Donc c'est vraiment pas facile pour Chicago. Et t'as pas le droit à l'erreur parce que DC accueille Los Angeles et va à San Diego, donc a les armes pour prendre assez de points pour passer devant. Et c'est important parce que les 2 premiers joueront à domicile en demi-finale de conférence, et le premier jouera en finale à domicile aussi, évidemment. Donc voilà. Aujourd'hui, New England a les cartes en main, accueille Seattle et termine à Nola. C'est très clairement le plus facile parce que Seattle, certes, va mieux, mais c'est encore bancal et ça gagne beaucoup à l'arrache à domicile. À l'extérieur, c'est beaucoup moins simple. Et puis, tu vas à Nola la semaine prochaine.
Mais tu vas à Nola qui aura potentiellement plus rien à jouer, même d'ailleurs si jamais ils venaient abattre Chicago chez eux. Potentiellement, Nola s'il y a défaite, c'est quasiment fini. C'est fini d'ailleurs, puisque ils pourront pas devancer Miami du coup. Quand bien même il y aurait défaite avec double bonus, ce serait fini. Donc il y a des chances quand même que New England termine premier. Ensuite, entre Chicago et Glory, Chicago a l'avantage de jouer 2 matchs à domicile, de jouer 2 équipes qu'ils ont battues à domicile, à l'extérieur sur le début de saison. Alors Nola, c'est pas un exploit, Houston c'en est un. Houston, qui est engagé dans une lutte à 2 avec Utah pour la première place, sachant que Utah, et ça c'est très important, Utah joue Anthem ce week-end, donc aura très probablement 5 points d'avance, mais surtout que ce Chicago-Houston, il se jouera jeudi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, pardon, chez nous, la semaine précédant la dernière journée. Ça veut dire que Chicago va accueillir Nola le samedi soir et le mercredi d'après accueillir Houston. Et Houston aura son dernier match du coup après le week-end. Chicago aura donc terminé la saison avant tout le monde. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte parce que ça peut tout changer. Chicago gagne avec 10 points en mettant 10 points face à Nola et Houston. Peut-être que New England ne gagnera pas ces 2 matchs. Peut-être que New England gagnera ces 2 matchs, mais ne gagnera pas les 2 fois avec le bonus offensif. Et ça pourrait changer les choses. Voilà. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Et puis évidemment, on n'enlève pas de l'équation le fait que DC accueille Los Angeles, va à San Diego. Et ça aura tout ça, son importance. Bref, il y a pas mal de choses encore dans cette MLR. Il ne reste qu'une douzaine de matchs à jouer, non d'ailleurs 11, 2 x 5 plus le Chicago-Houston. Et on va se régaler sur les derniers matchs. Et je le rappelle, il n'y a que 3 équipes qualifiées. Elles sont toutes à l'Est. New England, Old Glory, Chicago sont qualifiées. On attend les 4 de l'autre côté. Et ça, c'est assez phénoménal que ça en soit là. Le week-end, justement, je le disais, Houston sera donc exempt. On aura un choc entre Miami et San Diego. Utah Anthem, bon bah ce sera 5 points pour Utah, très clairement. Le magnifique Old Glory Los Angeles, Chicago Nola et New England Seattle. Il y aura tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont importants. Le moins important, c'est Utah Anthem, mais Utah en gagnant assurerait sa place en playoff déjà. Si c'est quasiment fait, hein, de toute façon, 7 points d'avance sur San Diego, c'est quasiment fait. Assurer sa place en playoff, mais surtout mettrait un petit peu de pression sur Houston, qui devra jouer 2 fois la semaine d'après, une fois à domicile, ce sera le week-end, ce sera contre Anthem, donc logiquement ça devrait faire 5 et 5, mais qui aura un match 4 jours avant. Donc voilà. Et oui, je suis déjà dans les calculs, je sais, mais on n'a pas le choix. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Et sinon, tous les autres matchs sont importants parce qu'ils vont compter dans les playoffs, tout simplement. Si Miami l'emporte face à San Diego, c'est terminé pour la conférence Est. Nola va en vacances la semaine d'après. San Diego, de son côté, est quasiment sûr d'aller en vacances. Quoique ça dépendra par rapport à Seattle, à New England, mais ce sera chaud jusqu'au bout à l'ouest, et ça c'est cool. On espère que ce sera chaud jusqu'au bout à l'est aussi, et que le Nola New England aura un enjeu, non pas que pour la première place de New England, mais aussi pour les playoffs, en espérant qu'il y ait un duel à distance entre Nola et Miami. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 15e semaine de MLR. On va en terminer très vite du coup avec cette émission. J'étais une nouvelle fois tout seul, mais mes amis reviennent très très vite. Je vous fais l'annonce dès maintenant parce que on aura l'occasion d'en reparler, mais évidemment c'est toujours important de le dire le plus tôt possible, et bien ceux qui ne voient pas l'émission en direct mais la voient en différé auront cette info aussi. Chaîne YouTube évidemment des Outsiders, vous avez l'intégralité de l'émission comme d'habitude en replay. Rendez-vous le 10 juin. Le 10 juin, c'est donc dans 2 semaines, évidemment. Le lendemain donc de la fin de la saison régulière, nous serons avec nos amis de Sport en France chez eux en studio pour le premier MLR Show en studio de l'histoire. On reviendra avec l'équipe de Sport en France, avec les équipes des Outsiders. Et bien on reviendra sur évidemment la dernière journée de Chicago-Houston jusqu'au dernier match de la semaine 17. Et évidemment, on fera le bilan de la saison régulière à quelques jours du début des playoffs, bien évidemment. On aura le tableau complet. On fera nos petits paris, bien sûr, sur la fin de saison. Je rappelle qu'au classement des pronos, je suis en tête. Et puis voilà, ce sera un formidable moment. Évidemment, le premier MLR Show en physique après avoir fait 2 saisons en visio. Donc voilà, c'est assez cool. On remercie Sport en France, évidemment, avec qui on bosse sur la MLR.
Voilà, le lundi soir, ils ont un match en différé. Au commentaire avec Lucien Jarran, vous nous retrouvez soit Adri, soit moi. Voilà, il y a aussi Clément Combe d'ailleurs, que tu connais bien Elsa pour regarder le petit bureau, qui a commenté avec Sport en France. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui nous attendent et on est très content. La saison de MLR, elle dure encore un mois et on a encore plein de choses à voir. Ça va être très très cool et puis évidemment on aura d'autres choses après sur les Outsiders TV. On l'espère très très vite. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Et puis évidemment, à la semaine prochaine en chanson. Vive l'Amérique!